Bonjour à vous tous, ici Marina Orsini et bienvenue dans la nouvelle saison des Histoires qui résonnent. Vous le savez maintenant, depuis 4 ans, j'ai la chance et le privilège de vous faire découvrir des récits uniques et très touchants. Cette saison, nous partons à travers le Québec à la rencontre de personnes extrêmement inspirantes. Vous verrez de la jeune Emma qui s'occupe de sa sœur autiste à Ève Côté, l'humoriste, oui, dont la vie a basculé suite à l'accident de son frère, en passant par Alex Perron qui accompagne sa maman vieillissante. Chaque histoire est un témoignage de force et d'amour. Ces rencontres parlent de générosité et de résilience. Et elles nous rappellent aussi l'importance cruciale des organismes de soutien. On en a tant besoin. Vous allez être émus, inspirés, je l'espère, puis je pense que vous allez même vous reconnaître. Sachez qu'au cœur de chaque histoire de proche aidance se cache un voyage profondément humain, fait de défis au quotidien et de moments de grâce aussi. Bonne saison. Direction Québec, où nous avons rendez-vous avec l'humoriste Alex Perron et sa maman Ginette. Leur histoire nous plonge vraiment au cœur d'une réalité que de nombreux Québécois connaissent de plus en plus. C'est la transition d'un parent vers une résidence pour personnes âgées. Alex va nous partager avec franchise les défis émotionnels et pratiques d'être proche aidant pour un parent qui est atteint d'une maladie neurodégénérative, tout en gérant une carrière publique. C'est un défi. Cette rencontre touchante nous a aussi menés vers Nicole Poirier. Rencontre exceptionnelle. Elle est une sommité dans le domaine de l'accompagnement des personnes atteintes d'Alzheimer. Nicole va nous ouvrir les portes de Carpe Diem, qui est un modèle novateur qui repense notre approche du vieillissement et de la proche aidance aussi. Alex, je suis tellement contente que tu aies accepté notre invitation. Bien, merci de l'invitation. Vraiment, je suis contente d'être là aussi. C'est vraiment important parce que tu sais, cette situation-là de vie, tu sais, je pensais à ça en m'en venant ici. On est à Québec, on est dans le coin de Beauport. Toi, tu as grandi à Beauport. Ta mère habite maintenant, donc, Beauport. Puis, tu sais, on arrive à des âges. Moi, j'ai perdu déjà ma maman, ça va faire 11 ans, là. Ça a fait 11 ans, en fait, mais... Tu sais, dans la cinquantaine, là, c'est nos parents, on arrive à une autre étape, un autre stade de vie avec nos parents. Toi, tu es enfant unique. Oui, exactement. Ta mère qui t'a élevé pas mal seule, ton père n'a jamais vraiment été présent. Mère monoparentale. Il y a 3 ans, j'avais commencé à avoir des signes. Là, ma mère a une maladie du glaucome très, 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 très rare. Oui, il manque un œil. Exactement. Un œil qui est plus... C'est ça. Ça, c'est prothèse, arrivé ouais. Exactement, dans les années 90. Mais naturellement, l'œil qui lui reste a continué à dépérir aussi. Je te dirais qu'en ce moment, ça équivaut peut-être à ce qui lui reste, c'est 15 %. Donc, c'est un peu comme si tu fermes un œil puis tu fermes l'autre. Fait que bref, en plus. Fait qu'il y avait déjà cette situation-là. C'est que je surveillais. Naturellement, j'avais pas envie d'y enlever l'autonomie. Puis maman, c'est quelqu'un qui voulait rester autonome, qui avait le syndrome de la canne blanche puis qui n'avait pas envie de l'utiliser. Fait que ça donne le topo. Puis après ça, a commencé à arriver quelques petites pertes de mémoire, pas grave, mais tu fais « Oups! Ah, c'est bizarre. » Puis moi, je suis à distance, je suis à Boucherville. Oui, j'ai de la famille proche ici, mais il reste que c'est moi son fils. Ben oui. C'est ça. Fait que tu commences à réfléchir un peu à tout ça. Quand tu as eu à magasiner, si on veut, un endroit, c'était quoi tes prérequis au départ pour ta mère? Ta liste d'épicerie, c'était quoi, toi? C'était vraiment infirmière présente pour la médication, tout ça. Pour moi, ça, c'était important. Parce que ma mère en prend beaucoup. Puis là, je voulais pas qu'elle se trompe parce qu'elle en prend le matin, puis le midi, le soir. Fait que tout ça, je voulais que ça reste dans l'équation aussi. Naturellement, comme sa vision baisse, tout ce qui était frigo, ça va, là, mais poêles, tout ça, cuisiner, ça, j'avais plus. Pas avoir ça. Ça me faisait peur, tu sais, puis peur pour elle, puis peur aussi pour l'entourage, l'endroit aussi, tu sais. Tu veux pas que personne soit blessé parce que ta mère a oublié de fermer son four à un moment donné, tu sais. Fait que ça, c'était mes priorités aussi. Après ça, ça variait. Mais là, quand j'ai vu que je pouvais avoir aussi, tu sais, ici, les repas sont inclus, bien sûr, les collations, puis lavage, tout ça. Ça aussi, ça enlève une pression énorme à ma mère. Oui. Mais à moi aussi, j'étais comme, moi, tout ça, c'est réglé. Toi, tu es de Québec, donc on est à Beauport. Tu as quand même beaucoup de familles ici. Là. Oui, je suis chanceux. Vos familles sont proches. Là. Oui, oui, je suis chanceux. Ta mère, elle a des frères et sœurs qui viennent faire un tour, même du côté de mon père aussi. C'est ça. J'ai des tantes qui viennent faire leur tour. Ils sont restés proches de ta mère. Oui, exactement, qui viennent faire leur petite visite, apportent des bonbons puis des trucs comme ça. Mais tu sais, pour moi, puis tu sais, je comprends le concept du proche aidant. Là. Je sais que c'est ça que je fais. Oui. Ah, puis je pourrais en faire plus. Oui, parle-moi donc de ça. Mais pour proche moi, aidant, ce mot-là, j'ai de la misère à dire ça. Oui.
suis pas capable, en fait. Parce que c'est ta mère. C'est ça. C'est un fils qui aide sa mère. Il y a des gens qui n'acceptent pas ce titre-là. Vous êtes une proche aidante, vous êtes un proche aidant. Ben non, c'est mon fils, ben non, c'est ma femme. Oui, mais vous n'avez pas toutes les compétences, puis on n'a pas toutes les capacités non plus, parce qu'on est émotivement liés à ces gens-là qui souffrent, et ça nous fait souffrir de les voir souffrir. Fait qu'il faut aller chercher de l'aide. Oui, il faut aller... Bien, moi, je les comprends aussi, les proches de dire « je suis pas une proche aidante ». On n'a pas envie que notre statut change. Moi, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse qu'elles ne veuillent pas se reconnaître comme proches. Accepter ça. Oui, il faut qu'on l'accepte ça, puis qu'on donne... Ils ont quand même besoin d'aide. Oui, c'est ça. Comment on remplace ça? Comment on apprivoise ça, en fait? Quelqu'un qui dit « moi, je veux pas changer de statut, puis ma femme ne veut pas que je devienne son proche aidant. » OK. Sauf que là, vous avez quand même besoin d'aide. Répit, ne serait-ce que de répit, c'est de l'aide, ça. Que vous n'acceptiez pas le statut de proche aidant, moi, ça ne me dérange pas. Mais je sais que vous allez avoir besoin d'aide, puis que c'est déjà commencé. Ça fait qu'on va regarder qu'est-ce qui vous fait du bien, au lieu de quelle aide vous avez besoin. Qui t'aide, toi? Est-ce que tu consultes? Est-ce que tu as consulté les premières années, les premiers mois? Ça fait comme 3 ans que tu m'arrêtes ici. Qui t'aide, toi, Alex? Personne. Mais pas parce que personne m'a fermé la porte, là, parce que moi, je ne l'ai pas cherché. Mais comment tu fais? Comment tu as fait pour moi, ça? à la base, je suis quelqu'un qui se gère bien tout seul. Oui, ça m'arrive d'en parler, puis oui, j'en parle. Puis j'ai une amie en ce moment qui le vit, fait que, on a beaucoup communiqué là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, ça me va. Ce que j'ai à décanter, je l'ai décanté, puis le reste, je le décante par moi-même. J'ai des amis, Lorraine Brissette et Michel Arcan, ont écrit là-dessus. Ce qu'elle dit, c'est quand on s'épuise, c'est pas parce qu'on a trop donné, c'est parce qu'on a donné plus que ce qu'on a reçu. Et puis, si on reçoit, on va être capable de donner encore plus, un peu comme un compte de banque. Tu peux faire des gros chèques, mais si tu fais des gros dépôts, tu ne tomberas pas en faillite. Puis culpabiliser énormément sur plein d'enfants. Moi, je suis à distance. C'est sûr que s'il arrive un pépin, je ne suis pas là en dedans de 10 minutes. Je voudrais bien, là, mais je ne peux pas encore me téléporter. Mais ta famille... Oui, mais on a tout... Tu sais, mon oncle Jocelyn est là dans le système. Tu sais, on s'est fait un système pour que... Parle-moi-en de ce système-là. Bien, c'est ça. Tu sais, mon oncle Jocelyn est aussi... Tu sais, il a sa clé magnétique pour rentrer ici. Je dirais que c'est celui... Qui est le plus proche, là, physiquement. Physiquement, mais qui vient le plus souvent aussi, qui s'occupe du day-to-day quand moi je suis pas là. Celui qui est allé acheter un soutien-gorge à ta mère? Elle, c'est son frère? C'est son OK, quand même, c'est son frère. C'est pas le beau-frère, là? Non, j'avais dit à mon oncle Jocelyn, j'ai dit, hey, écoute, attends, quand je vais descendre, je vais y aller moi-même. Puis mon oncle a dit, non, j'ai le temps, ça me dérange pas. C'est quoi, là, le numéro qu'il y a là-dessus? Même pas. Il est parti pas de numéro. Lui, il est arrivé là, il a acheté des trucs qu'il faisait pas du tout. Et c'est les gens ici, les dames de la résidence qui ont fait « Hey, monsieur Jocelyn, ça marche pas pour Ah, ça marche pas. On va vous donner les bonnes mesures. C'est pas un 32A. C'est ça. Allez reporter ça. Puis c'est mon oncle. Puis c'est correct, là. Elle avait acheté une affaire beige, pas... puis c'est correct, ma mère n'a pas besoin d'être sexy dans la vie, là. Fait que bref, j'ai commencé à penser à ça. Parce qu'elle avait son appartement. Oui, très autonome, très autonome. Puis c'est drôle, un signe aussi qui m'avait frappé à un moment donné. Moi, ma mère, là, j'arrivais ici, puis je repartais avec 16 pots de sauce à spaghetti, 8 pâtés au poulet, puis tu sais. Puis là, tout à coup, oups, il y en avait moins. Ou pas, à moins que je fasse comme, hey, tu sais, si ça tente de me faire ça. Là, elle le faisait. Mais il n'y avait plus cette espèce d'élan naturel. Qui avait toujours été là. Tu sais, depuis que je suis déménagée à Montréal en 95, je ne suis jamais repartie les mains vides d'ici. Fait que, tu sais, il y a comme quelques petits trucs comme ça qui s'installent où tu fais comme, OK, on commence à aller vers une autre étape. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, la résidence, c'est ça. Mais là, attends, oui, mais comment tu as abordé ça avec elle? Ça se prépare aussi, là. Ça se prépare, puis c'est du long terme. En tout cas, dans mon cas, à moi. Tu sais, j'ai commencé à parler de ce sujet-là, puis ça a été un refus catégorique au départ. Tu m'enlèveras pas mon autonomie, je suis capable de rester toute seule, je l'ai toujours faite, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Tu sais, il y a la relation mère-fils. Ben, oublie pas que je suis ta mère. C'est ça, qui est encore là. Tu vas pas me donner des conseils, puis encore moins décider pour moi. Puis moi, dans mon tempérament à moi, je suis quelqu'un, tu sais, de terre à terre. Je baisse pas les bras facilement. Je peux devenir il n'y a pas gossant. De flop là, c'est la réalité. C'est ça. Puis je peux être gossant. Puis si j'ai quelque chose dans la tête, fait qu'à un moment donné, il a fallu que
je prenne un peu de recul, faire comme, faut que je la laisse mariner. Faut qu'elle en fasse un bout dans sa tête. Ouais. Puis je crois qu'il est arrivé quelque chose qui lui a fait peur. Elle me l'a jamais dit. Dans sa maison, dans son appartement? Probablement. Parce que du jour au lendemain, tout à coup, sans même que j'aborde le sujet, elle m'a dit « Hey, je suis prête. » Il s'est passé combien de temps là, entre ça? Puis... Oh, un bon 6-8 mois, là. OK. Puis, mais tu sais, mettons, j'avais pas baissé les bras, mais je m'étais dit, je vais arrêter d'y en parler depuis peut-être, ça faisait peut-être un mois. Puis, oups, c'est elle qui a abordé le sujet. Et là, la porte s'est ouverte, puis j'ai dit, si on enclenche le projet, on recule pas. Fait que c'est elle qui t'en a parlé. Oui, mais à partir de là, j'ai repris les rênes du processus. Mais, tu sais, encore là, je parle pour moi, mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'on connaît. C'est pas quelque chose. Ben non, on connaît c'est pas quelque chose qui nous tente tant que ça. Non plus, non plus. Tu sais, tu fais pas. Tu sais, il y a personne, je pense pas, qui se dit à 40 ans, il faudrait bien que je commence à penser à comment ça. C'est quoi le processus? Au contraire. Pas en tout, parce que probablement, il y a plusieurs sortes de résidences. Oui, puis plusieurs budgets. Plusieurs budgets aussi, puis il faut être, honnête et clairvoyant là-dedans aussi, dans le sens où faut y aller selon nos besoins. Puis naturellement, puis je pense que tout le monde fait la même affaire. Les premières que tu visites, tu vas voir les plus luxueuses possibles. La piscine, C'est le ça. jardin, c'est quoi tu disais tantôt? Le shuffleboard. Le shuffleboard. Puis là, tout à coup, tu fais comme, hey, puis tant mieux pour ceux qui peuvent se permettre ça, c'est super, c'est extraordinaire. Moi, c'était pas ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses comme, OK, il est où mon ratio entre ce qu'on peut se permettre, mais ce que je veux avoir aussi comme service. Moi, je cherchais aussi une résidence où, tu sais, ma mère prend des médicaments pour son glaucome, fait que ça prenait quelqu'un qui allait pouvoir gérer ça aussi, la bouffe. Fait que t'es bombardé de plein d'affaires, tu sais pas trop où chercher, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Tu veux le meilleur pour ton parent, puis en même temps, tu es dans toutes ces limitations-là de ce qu'on peut, de ce qu'on peut pas, de ce qui est disponible. Fait que quand tu arrives à trouver la bonne affaire, puis c'est bizarre parce qu'on en avait visité quelques-unes avec ma mère avant, puis tu sais, il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait toujours, tu sais, des fois... Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime non, pas ça. ouais. Il y a des marches, il n'y a pas de galerie. La galerie est trop grande, elle est trop... Tu sais, bref. Ouais. Et quand on est arrivé ici, comme un peu, quand toi puis moi, on visite une maison pour éventuellement l'acheter, un condo, on a une espèce de coup de cœur. Oui. Ça a été ça. Il y a la cécicité, évidemment, ta mère est rendue presque aveugle, mais ça. il y a aussi, est-ce que c'est de la démence qui s'installe? On est comme on frôle l'Alzheimer. L'Alzheimer, Ouais, OK. c'est ça. Mais C'est c'est une bonne démence. Là, ma mère, ça te donne un exemple. Je peux appeler ma mère le dimanche. On va avoir une bonne conversation. Ouais. Je l'appelle le mardi. Des fois, elle ne se souviendra pas qu'on s'est parlé le dimanche. Puis on peut reparler la même affaire, puis ma mère va avoir l'impression de découvrir quelque chose. Tu sais, mettons, ma mère a toujours suivi mon travail. Mettons, je peux lui dire que je fais telle émission, puis la fois suivante, elle s'en souviendra pas. Ouais. C'est plus, on n'est plus là-dedans. En fait, j'ai plus de vraies conversations avec ma mère. Des fois, on en a un petit bout. Des fois, ça chire. Des fois, ça chire en partant. Fait que moi, j'arrive avant... J'arrivais ici en me disant « Oh mon Dieu, comment ça va se passer? Ça va-tu être correct? On va-tu passer un bon moment? » Puis il faut passer un bon moment parce que je suis là 48 heures. Puis à un moment donné, j'ai fait comme « OK, il faut que j'arrête ça parce que... » T'es-tu déjà souvent reparti en pleurant? Bien, trop souvent au départ, trop souvent. Ce que je trouve difficile, c'est que toi, tu es devant moi, j'entends ta voix, je sais qui tu es, mais toi, il y a des bouts... J'ai ma mère devant moi, mais c'est pas tant toujours ma mère. Ça, c'est un sentiment un peu bizarre. Mais d'avoir l'impression, est-ce qu'elle est rendue à te dire, coudonc, ça peut me sembler, ça fait longtemps que je t'ai pas vu ou que j'ai pas eu de tes nouvelles, alors que tu étais là il y a 2 jours ou 3 jours ou la veille, ou ça doit être dur à accepter ça, aussi. Mettons, je l'ai appelé le dimanche, puis je l'appelle, mettons, le mercredi, puis elle me dit, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Hey, le cœur me fait 3 tours. Mais ça donne rien de dire, ben non, je peux lui dire, non, j'étais là hier, maman. C'est ça, mais, tu sais, là, elle, ce que ça fait comme, oh mon Dieu, j'ai perdu un bout, tu sais. Fait qu'il faut faire attention avec ça aussi, de pas créer un moment d'anxiété. Est-ce que ça te tente de rencontrer Marina Orsini? Ici? Ouais, là. Ben oui, elle me dérange pas. Ça te dérange pas? Ouais, il fait chaud cette semaine. Ginette, là, ça n'a pas de bon sens. Non, ça, 28 ça. Le matin à 6 heures, ça va jusqu'à 34 ces jours-ci dehors. Avez-vous chaud un peu, Alex, vous êtes correct? Alex, il reste pas ici, mais il faut qu'il aille à Montréal pour venir. Oui, mais il vient quand même souvent, là. Hein? Non, il n'y a pas le temps. Ben moi, je pense qu'il vient souvent. Non. Là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ben là, c'est pas des menteries que je fais, là.
Non. Tu es toujours en train d'un peu dealer avec ton sentiment, le sien, puis de trouver l'espèce de moment où tout le monde va être un peu heureux. Tu sais, moi, ça m'arrive là, de répéter 12 fois la même conversation, puis la manière, tu fais comme, OK, là, mais je le réponds avec la même... C'est ce qu'ils disent, il ne faut jamais les confronter ou obstiner pour dire, ben non, c'était ça, parce que c'est ça qui crée un débalancement, une anxiété. Ça les fige totalement. Je la vois, ma mère, là. Elle voit qu'elle est dans le champ, puis elle fige. Déjà ça, t'imagines ce qui se passe dans le cerveau. Fait que je recommence la même histoire avec le même enthousiasme. La personne, elle se dit, mais j'en ai manqué un bout, là, ben oui. Et puis tu te sens dévalorisée aussi. Mais moi, je veux dire que les familles, là, pour l'avoir vécu aussi en étant la fille, en n'étant pas la professionnelle. De votre maman, là, oui. De ma mère, oui. J'ai envie de dire, faut se pardonner, là. On n'est pas des professionnels, nous autres, là. Moi, quand je suis devenue aidante là, de ma mère, j'ai dit à l'équipe, oubliez la directrice, là. Moi, j'ai une relation avec ma mère, puis c'est ma relation. Puis des fois, je le sais que je manque le mot qu'il ne faudrait pas que je dise, je le dis. Ou « Ah, je te l'ai dit », ou « Ah, c'est pas vrai ». Ça m'est arrivé de le dire. Parce que tu es émotivement branchés l'une sur l'autre. Fait que c'est plus la directrice là, qui est là, c'est la fille, c'est l'enfant, c'est... Puis il ne faut pas que les familles voient aller des intervenants puis se disent « Moi, je voudrais faire tout pareil ». Ça se peut pas. J'ai vécu l'émotion puis l'énergie que ça me prenait 10 minutes avec ma mère, qui était quand même pas très difficile à accompagner, mais moi, ce que ça me faisait vivre, versus toute une journée avec 15 personnes, j'avais plus d'énergie. Alors, ça, c'est une première chose, je dirais aux familles, essayez pas de... Pardonnez-vous, puis dites-vous que c'est normal de devenir impatient. Après, bien, comment on peut faire pour prévenir ces impatiences-là? Moi, j'avais développé la spontanée, je demandais aux gens de m'aider. Voulez-vous m'aider à cuisiner? Voulez-vous m'aider à faire la vaisselle? Puis les gens étaient contents, même s'ils étaient en perte d'autonomie, essuyer de la vaisselle puis brasser de la soupe, c'est pas... Ils sont encore capables. Puis la personne, elle me répondait pas. J'en avais déduit qu'elle comprenait pas ou qu'elle était incapable de le faire. Alors, je lui proposais plus, puis à un moment donné, elle a pris un linge, puis elle s'est mise à essuyer, parce que j'essuyais moi-même. Puis elle a pris un coup, j'offre un couteau, elle coupe, elle brosse la vaisselle. Par imitation, vous en avez déduit que si je fais quelque chose, ils sont capables de le faire encore. C'est ça. Ils n'ont pas l'instinct de le faire. Hein? Ils perdent l'élan de faire quelque chose qui est en partie appris et naturel, mais vous avez compris ça, vous? Bien, c'est elle qui me l'a appris aussi, hein, d'une certaine façon, parce qu'elle l'a fait le geste. Puis après, je me suis dit, ah, c'est pas parce qu'elle était plus capable, c'est qu'elle ne comprenait pas. Alors là, puis aujourd'hui, la science, en neurosciences, on parle des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est des neurones qui s'activent à la vue de quelqu'un qui sourit, bien, ça te fait sourire. Alors, les intervenants, ils ont l'air d'avoir une mission, mais une de leurs missions, c'est de sourire, puis c'est de ne pas avoir l'air pressé, même s'ils sont très occupés, puis c'est de rester zen pour que la personne sente ce confort-là, qu'elle ne sente pas qu'on est super pressé. Si tu avais à parler des deuils que tu as fait ou que tu fais encore à tous les jours, c'est que ça serait quoi? Bien, le plus grand deuil, c'est naturellement de communiquer avec elle sans vraiment communiquer. Ça, c'est hyper difficile parce que j'aurais envie d'avoir des conversations avec ma mère, de parler d'affaires qui m'arrivent. Je peux le faire, mais 5 minutes après, 10 minutes après, le lendemain, c'est reparti. En même temps, des fois, je me dis « Hey, j'ai dit! » Non, puis c'est de la conversation. Sur le coup, elle est contente, oui, effectivement. Mais, tu sais, cette espèce de rétention-là de souvenirs, c'est plus là. Expliquez-nous, c'est quoi le deuil blanc? La façon dont je le vois, c'est que la personne reste physiquement capable de faire ses choses au quotidien, mais qu'il y a des oublis. La maladie avance, mais la personne reste quand même assez en forme. Et puis, on est proche aidant et on constate des difficultés que parfois on ne partage pas avec l'entourage. Ouais. On reste seul. Il y a beaucoup de solitude à travers ce qu'on appelle le deuil blanc. Ma mère est une fan de hockey. Tu sais, quand je disais qu'il y a des choses qui restent, ma mère continue d'écouter son Canadien. Puis même des fois, juste pour voir, tu sais, moi, naturellement, à grande surprise, je ne suis pas ça. Mais mettons, je l'appelle le dimanche, puis qu'il y a une game le samedi soir, je vais voir le pointage. Puis là, le dimanche, j'étais comme « Hey, t'as-tu écouté ton hockey? » Puis là, maman dit « Oui, tout ça. » Souvent, là, maintenant, elle l'écoute à la radio, parce que la télé, c'est plus difficile à regarder. Puis là, oups, là, j'ai dit le pointage. Puis là, tu vois que là, elle embarque, là, tu sais, elle s'en souvient. On spin un petit bout là-dessus, et ça crée un moment comme ça, tu sais.
C'est parfait. Fait que mais je dirais que la quotidienneté, ma mère la rassure beaucoup. Puis aussi... Oui, c'est stable. Il y a comment on dit, un horaire. Exactement. Là, ça, et l'espace aussi. Oui. Tu sais, ma mère, vu que sa vue est très basse, elle, dans sa chambre, elle connaît ses repères. Elle connaît ses repères quand ils vont à la salle à manger. Elle connaît... Tu sais, c'est partout. Si je la sors d'ici, si je l'amène chez nous, mettons, un week-end, là, ça va être difficile. C'est anxiogène pour elle. Totalement pour ben elle. Oui. Sauf aussi que tu le comprennes. Parce que des fois, je suis comme, hey, tu sais, ça pourrait. Mais c'est pas le fun. C'est pas le fun pour elle. Puis ni pour toi, évidemment. Et ni pour moi. L'idée est le fun. L'idée est le fun, mais pas la ça. réalité. Puis, tu sais, on idéalise des fois. En tout cas, moi, des fois, ces moments-là, en faisant comme, mon Dieu, je vais l'amener au chalet dans Charlevoix, elle va être contente. Ben non, elle n'est pas contente parce qu'elle a plus ses repères. Est-ce que tu vois le futur? Est-ce que tu penses à ça ou faut pas que tu penses à ça? Ou... Non, j'y pense. J'y pense. Pas souvent. C'est pas mon meilleur moment. Mais, tu sais, moi, je veux dire, tu sais, il y a des fois dans ta vie où tu fais comme, OK, là, à un moment donné, ça va aller mieux. Moi, non. Non. Ça n'arrivera pas, ça. On reprendra pas un bout d'extase ou de moment de... Ça ira pas en s'améliorant. C'est ça, exactement. Fait que ça. Des fois, j'étais comme, je veux pas que ma mère parte. En même temps, j'ai pas envie que ça s'étire éternellement pour elle. Moi, je me souviens le jour où ma mère est décédée, on était tous là avec elle, mais je me souviens, puis c'est la veille, tu sais, qu'on avait eu vraiment une grande discussion, elle et moi, tu sais, puis je me souviens que j'avais dit, c'est plus toi, maman, tu sais, parce qu'elle m'avait demandé, là, pour la première fois en 5 ans, est-ce que je suis en train de mourir? Ah. Puis j'avais toujours promis que je dirais la vérité, tu sais, mais j'ai dit, je pense que oui. C'est plus toi, là, tu sais, regarde-toi. Puis quand le jour où elle est décédée, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble. Moi, j'ai vraiment accompagné ma mère dans sa mort. Puis c'était vraiment de dire, faut que tu t'en ailles maintenant, là. Ouais. Tu sais, faut que tu t'en ailles. Ouais, ouais. Fait qu'à la lumière de ce que tu me dis, on dirait que t'as ça, toi, qui... Tout à fait. Je suis exactement là. Puis aussi, encore là, puis tu sais, c'est la tête qui se mélange avec le cœur, mais tu sais, elle est où la frontière entre moi qui veux absolument qu'elle soit là, puis elle que ça y tente plus de temps? C'est, tu sais... C'est bon, ça. Où est-ce que, tu sais, c'est-tu moi qui retient quelque chose dont je connais très bien la fin? Moi, je vais gérer ce que j'aurai à gérer à ce moment-là, mais j'ai pas envie que ça s'étire de par sa condition. Si ma mère a pété le feu à 82 ans, cool, mais c'est pas ça, c'est pas le cas. Fait que j'ose espérer que ça ne va pas s'étirer. C'est ça, hein? Ouais. Merci d'avoir partagé ça avec plaisir. nous. C'est bien précieux. Tant mieux, merci beaucoup. Merci. Inspirés par l'histoire d'Alex et Ginette, nous avons voulu explorer d'autres approches dans l'accompagnement. Et c'est ainsi que nous avons découvert Carpe Diem, qui est un modèle innovant créé par Nicole Poirier. Bonjour! Bonjour! Nicole Poirier! Oui! Marina, bonjour! Marina, oui! Ah. Bien heureuse de vous rencontrer. Merci, ça fait Bonjour, plaisir. merci Bienvenue. à vous, merci à vous. Ça va être une visite sainte. Ah, en tout cas, on est bien fiers de vous accueillir à Carpe Diem, puis on passe par l'église. Très plaisir. Bien d'abord, Carpe Diem, ça veut dire « mets à profit le jour présent », saisir le jour, saisir les capacités. Ça nous inspire beaucoup parce que malgré la maladie, les personnes continuent d'avoir des capacités, continuent de vouloir être considérées comme une vraie personne. Ouais. C'est aussi ce que les familles veulent. Souvent, ils résistent au début à annoncer le diagnostic parce qu'elles ne veulent pas que le regard de l'entourage ou du monde change à cause de la maladie. Alors ça, c'est une des premières leçons que les familles m'ont enseignées il y a 40 ans quand elles ont dit, c'est encore une personne, puis je veux pas qu'il soit considéré comme un enfant. Je veux qu'on comprenne sa maladie, je veux des gens compétents. Alors c'est ça, Carpe Diem, on s'est dit, on va créer un lieu où les gens vont pouvoir vivre comme dans une maison, une vraie maison, et où les familles vont pouvoir venir chez elles aussi. Pas juste chez mon mari ou chez papa, mais chez nous, dans la famille. Oui. Alors, il faut que les familles se sentent en continuité avec le domicile. Donc, elles font partie c'est un gros partenariat qu'on fait avec les familles parce qu'on ne connaît pas les personnes aussi bien qu'elles. Et puis, c'est aussi une approche qui fait que le personnel soignant vit avec les personnes dans la maison. Ça permet de garder des capacités comme cuisiner, on fait l'entretien de la maison. C'est les intervenants qui font les gestes de la vie quotidienne avec les personnes pour qu'elles puissent
pas perdre, sinon le cerveau va s'atrophier. Puis pour la famille, c'est un bien énorme aussi parce qu'elles n'ont pas l'impression... Oui, tu veux savoir que ta mère ou ton père est actif puis qu'il se passe des choses dans sa vie le jour et pas juste assis dans une chaise à attendre la fin de sa vie, c'est ça, hein? C'est souvent ça que les familles nous disent aussi. Bien, je veux du temps pour moi, mais je veux que la personne ait une belle journée aussi, puis ait sa vie malgré la maladie. Donc, on essaye de composer avec ça. Alors, pendant 10 ans, on a milité pour ouvrir une maison. Puis, étant donné que notre projet, c'était aussi des services à domicile, parce que ce que les familles nous disaient, c'est d'abord, j'ai besoin d'aide à la maison, puis j'ai besoin d'aide spécialisée, des gens qui connaissent la maladie. Mais après, quand il y a un hébergement, je veux une adaptation progressive, parce qu'il y a une forme de mémoire qui se crée malgré les troubles de mémoire. Ça s'inscrit dans le corps aussi. Hein? Puis si tu vas à une place, c'est plaisant, tu fais des activités qui sont enrichissantes, agréables. Tu as envie de revenir, tu sais. Mais si tu n'aimes pas ça, une fois, tu en as une mémoire pour ça. Ouais. Ça fait que j'avais présenté au gouvernement un projet de continuité entre le domicile et l'hébergement, pour que ce soit la même équipe qui accompagne la personne et sa famille tout le long de la maladie. Puis là, bien, ça passait pas parce que souvent, les services, ils sont fragmentés. Donc, on a parti notre projet en 1995. Et puis là, tranquillement, bien, c'est devenu... On a mis les fondements de notre approche, on a formé du personnel. Et puis, c'est devenu un petit modèle là, ici au Québec. Puis là, bien, on va un peu partout en Europe pour expliquer notre fonctionnement. En Europe, ils veulent reprendre votre modèle et créer ça eux aussi, là? Partout dans le monde, il y a des problèmes au niveau de vivre à domicile pour les personnes qui vieillissent. Puis souvent, c'est cette compartimentation-là qu'on fait, puis que les familles s'épuisent souvent à raconter leur histoire à chaque service qu'ils ont. Toujours recommencer. Dès les premières questions qu'une famille se pose, c'est angoissant au début. Hein? Tu te poses la question, il y a un gros oubli ou il y a des changements, tu n'oses pas trop demander. Bien, en appelant, ils ont déjà un début d'information sur comment procéder pour le diagnostic. Alors, on les accompagne à ce moment-là. Quand le diagnostic est posé, c'est toute une famille qui est ébranlée. Et puis là, bien, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'en vient, comment on s'organise. Là, on a 4 ou 5 intervenantes aux familles qui vont à domicile rencontrer les familles, leur expliquer ce qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs types de maladies apparentées à l'Alzheimer. Si vous avez la maladie à corps de Lewy, ça ne se présentera pas de la même façon qu'une aphasie qui prive la personne de la parole. Oui, puis dépendamment où l'Alzheimer se situe au cerveau, hein, en arrière frontal, ça touche à des endroits différents du corps, en fait, aussi, hein, c'est ça? Ça fait que l'approche est la même, mais de façon spécialisée, on s'adapte à chaque maladie. Oui. Puis après ça, bien, on dit aux familles, notre fondement, c'est de quoi vous avez besoin. Je ne veux pas vous donner une liste de services. Dites-nous ce dont vous avez besoin. On va essayer de le tricoter pour vous. Et quand on parle des intervenants, Nicole, ces gens-là viennent d'où? C'est qui? Ils ont des formations, des psychologues? C'est quoi leur titre? Bien, en premier, ce qu'on recherche, c'est des traits de personnalité. C'est une personne, tu sais, qu'on cherche. Puis, en deuxième, c'est sûr, on cherche des diplômes. Alors, qu'est-ce qu'on cherche comme personne? C'est quelqu'un qui est capable d'empathie. C'est d'être capable de dire, oui, j'ai des besoins, j'ai des attentes, mais il faut que je prenne la place de l'autre un peu pour ajuster mon attitude. Donc, c'est être capable de comprendre la réalité de l'autre. Après, c'est des gens qui sont souples. Ça prend beaucoup de souplesse. S'adapter aux imprévus. Bien, oui. Quand tu as besoin de savoir d'avance, ça va être quoi ton avant-midi, tu vas t'épuiser parce que les imprévus t'épuisent. Ça fait que ça prend des gens qui sont souples, mais qui sont capables d'une vision globale aussi. Ça prend des gens qui sont capables de travailler en équipe. Là, on s'occupe de personnes qui ne parlent plus pour elles-mêmes. Non. Fait que là, c'est dangereux que chacun fasse comme il veut, en fonction de ce qu'il est. Il faut joindre nos compétences, là, c'est ça, en fait. C'est un grand défi, ça. Ça fait qu'il y a plein de capacités humaines comme ça qu'on recherche. Puis après, bien, dans les diplômes, par exemple, les intervenantes auprès des familles, on a un intervenant aussi qui s'occupe presque à 100 % d'accompagner les familles à domicile. J'allais vous poser ça, les familles, là. Comment on gère ça? Comment ça se passe? Bien, c'est l'équipe famille, là. Oui. Bien, ils reçoivent les premiers appels, puis en fonction des besoins, ils sont toujours présents. Des fois, c'est juste une fois par mois au début. Puis après, ça peut devenir en visio, ça peut devenir au téléphone. On va aller visiter la personne à un moment donné. C'est l'intervenant en famille qui y va. Puis tranquillement, là, quand les besoins augmentent, on va choisir quelqu'un dans l'équipe, ici, qui est bien jumelé avec la personne. Correspond. Fait que là, en ce moment, il y a un monsieur qui joue au golf. Mais il a besoin... En fait, on va frapper des balles avec lui. Alors, c'est sûr que on est avec lui, mais c'est sa femme qui en profite. Elle dit, moi, c'est ça que j'aimerais, que vous alliez frapper des balles avec lui. Moi, je suis plus capable. Je veux faire d'autres choses.
Alors, elles vont jumeler. Il y en a qui vont faire du gym, il y en a qui tricotent, il y en a qui vont aller au musée. Faire des casse-têtes, prendre des marches. Venir ici, tu sais, ça dépend de chacun. Et plus ça va, plus les besoins augmentent, plus les intervenants peuvent aider à la toilette, peuvent aider au bain, aident à préparer les repas. Une petite phrase qu'on dit jamais, c'est « je m'en viens vous aider ». Ça, les gens n'aiment pas entendre ça. C'est pas dans votre vocabulaire, ça. Non, parce que tout le monde s'est déjà fait répondre « j'ai pas besoin d'aide, je suis capable ». Tu sais, tu dis ça à une mère de famille qui a toujours cuisiné, « je m'en viens vous aider à cuisiner ». Sa réaction pour maintenir sa dignité... J'ai pas besoin d'aide, j'ai fait ça toute ma vie, c'est sûr. Hein? Bien, ça fait plus mal que de devoir se débrouiller tout seul. Tu sais, souvent, on donne un plat à une personne puis on dit « manger ». Mais elle ne sait plus comment utiliser sa cuillère, sa fourchette. Oui. Nous, on va manger devant la personne ou à la même table. Puis des fois, elle est inquiète, elle ne sait pas quel couvert utiliser. Elle fait comme vous. Nous, on mange. Puis là, en mangeant, clac, ça déclic. Puis là, ils vont manger tout seuls. C'est bien plus valorisant que de se faire alimenter. Il y a plein de petites choses qu'on ne fera pas. Par exemple, couper la viande devant tout le monde. On va couper la viande discrètement parce que la personne avec la maladie, elle ne perd pas cette peine-là de ne plus être capable de faire... Elle est capable de réaliser qu'elle ne fait pas ce qu'elle faisait, puis que tout le monde fait, mais qu'elle ne fait plus. Oui. C'est ça, hein? Puis souvent, elles vont arrêter de manger parce que c'est la gêne. Alors, donc, on va faire ça discrètement de côté, puis on va juste lui présenter son assiette. Oui. Puis si on a coupé sa viande, on va couvrir de sauce, pas que ça paraisse que sa viande est coupée, puis que les autres n'aient pas coupé. Ah, c'est tellement bon, là. D'autres trucs. Donnez-nous des trucs. La nuit, on va s'habiller comme pour la nuit. Parce que si la personne se lève la nuit, puis elle veut s'habiller, puis qu'on est habillé en civil, elle va dire, bien, je vais m'habiller moi aussi. Puis si je dis, habillez-vous, restez en pyjama, c'est pas le temps, mais elle va me regarder, puis ça manque de cohérence. C'est qu'on porte des vêtements de nuit, par exemple. Des vêtements de nuit qui font que la personne, elle s'oriente avec les vêtements. On est pareil. On est pareil. Ouais. Je donne pas deux messages. Par exemple, des vêtements. Je ne vous avais pas remarqué, mais tous les intervenants dans la maison portent des vêtements pas rayés. Pas rayés, pas de poids. Unis parce que pour des personnes qui ont des troubles perceptuels, ça agace, ça dérange. Alors, pour écouter, ils vont regarder ailleurs. Puis là, les intervenants ils nous disaient « elle me regarde pas, mais c'est parce que c'est ce que vous portez qui dérange la personne. » Ça déconcentre, là. Oui, puis c'est des troubles perceptuels. Comme en fin de journée, par exemple, on couvre les fenêtres de rideaux. Oui, vous dites ça là, pour différentes raisons. Donc, alors, pourquoi en fin de journée? Parce que lorsque c'est noir à l'extérieur, on se voit dans un reflet dans la fenêtre. Donc, en soirée, quand il fait noir dehors, là, oui. Vous fermez les rideaux. Parce que les gens, ils voient quelqu'un, c'est comme un fantôme, c'est comme quelqu'un qui nous suit. C'est leur réflexion, mais ils ne savent plus ça que c'est ça. Ils n'arrivent plus à décoder. Okay. Ils se calment juste en fermant les rideaux et ça fait moins peur. Puis vous dites que le moins possible de miroirs. Oui, il faut qu'il reste des miroirs pour que la personne elle continue de se reconnaître, mais il y a des personnes que le cerveau, cette zone du cerveau, ne reconnaît plus les traits du visage. Ça, quand elle se voit, elle ne se reconnaît pas. Elle voit une autre personne. Ça fait peur. Dans les salles de bain, on a mis des volets devant les miroirs. Puis alors, si on sait que cette personne a peur du miroir, on va fermer le volet. Mais l'autre, elle a besoin du miroir pour se raser, bien, on va ouvrir les volets parce que monsieur, lui, il est capable de se raser tout seul. Ça fait qu'on ne prive pas les gens de tout, mais on essaye d'adapter. D'atténuer. Et là, maintenant, donc, vous avez bien, cette église-là, vous avez un agrandissement qui est en chantier, qui est presque fini. Donc, ça va donner combien de places ou de lits pour combien de personnes? Pour 24 personnes qui vont venir vivre de façon permanente. C'est une grande maison, mais qui est séparée en 3 lieux différents. Après, bien, ce qui est prévu, c'est grand, là, c'est une grande maison parce qu'il va y avoir beaucoup d'accueil de jour et de soir, là, pour des gens qui vivent à domicile. Ça, c'est notre mission aussi. Puis ensuite, la maison actuelle va devenir un énorme centre de services à domicile pour les familles. Vraiment ici, là, pour qu'ils puissent arriver sans rendez-vous, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir répondre, puis qu'on puisse aussi accompagner son conjoint ou en tout cas la personne si elle vient avec le proche. Fait que le presbytère va être rénové pour ça. Puis, bien, on a acheté l'église récemment. Eh oui, vous avez acheté l'église. C'est incroyable. Puis on vous disait, ben non, tu ne réussiras jamais à faire ça. Vous avez réussi, en fait. Oui, bien, on a beaucoup recherché qu'est-ce qu'on allait faire. Puis on se rend compte au Québec, comme ailleurs, on veut vivre chez soi. Même le gouvernement le dit, vivre chez soi, vieillir chez soi.
Puis on s'est dit, il faudrait que l'Église, elle serve d'un lieu de quartier où des personnes qui veulent continuer à vivre chez elles, mais qui ne peuvent plus conduire leur voiture ou qui sont âgées, puissent venir chercher des services ici. Il y a de la boulangerie 4 matins par semaine, et il y a de quoi manger. On a des œufs frais de la ferme. Les gens, ils viennent chercher les œufs, la douzaine d'œufs, puis ils repartent, puis ils mettent leurs 7 $ dans la bouteille. Puis ça s'autogère. Puis juste un petit exemple, il y a une dame de 85 ans, elle est venue chercher des œufs, puis elle venait 3 fois par semaine, en plein hiver. Puis on la connaissait pas. Puis à un moment donné, je lui dis... C'est 36 œufs, ça, là? Oui, puis elle ne met pas son argent dans le pot, elle le donne aux intervenantes qui sont là, puis elle jase 5 minutes, puis elle repart. Puis quand je lui ai parlé, je lui ai dit, hey, vous aimez ça, des œufs? Puis là, elle me dit, ah, je peux pas en manger, je suis allergique. Puis là, je lui ai dit, vous faites quoi avec les œufs? Puis elle dit, mon voisin, il est vieux, puis j'y apporte ses œufs, il ne veut pas sortir. Ma voisine, parce que c'est des appartements superposés, elle est monoparentale, ça lui fait ça de moins à acheter. Puis le vendredi, mon fils, il vient chercher sa douzaine d'œufs parce qu'il vient après le travail, fait que ça lui fait une visite à son fils. Fait que juste ça, là, ça fait qu'elle est motivée pour se lever, elle s'habille, elle s'oriente, elle parle, elle paye, elle jase avec du monde, elle est utile. Puis c'est juste une boîte d'œufs frais de la ferme qu'on met ici. Fait qu'on s'est dit, il faut que ça soit comme ça ici. Oui, créer ça, ce mouvement-là, ce lieu. Autant d'art aussi, parce qu'on a besoin de musique, de théâtre. Globalement, les chercheurs, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut agir sur la globalité de la vie pour que le cerveau reste actif. Ça veut dire bien manger, être actif physiquement, être actif socialement, être engagé. Quand on vient ici, par exemple, là, il faut quand même regarder la journée, s'habiller en conséquence, s'orienter, se concentrer, parler à du monde. On combat l'aphasie, l'orientation, le langage. Touche à plein d'affaires, là. Oui. C'est ça. Dans le fond, ce que Jude Poirier dit, le grand chercheur montréalais, là, il dit, si on pouvait repousser l'arrivée de la maladie de 5 ans... Prévoyance, là, prévenir, c'est ça l'idée. Hein? Il faut repousser, là. Et nous, on veut beaucoup agir sur les facteurs de risque, sur ce qui provoque la maladie, ce qui la déclenche. Bien, il dit, on réduirait, je crois, de 50 % le nombre de personnes atteintes dans le monde, parce qu'on mourrait d'autre chose. Vous parlez, Nicole Poirier, que l'Europe est intéressée par votre projet. L'Europe vous sollicite, vous allez en Europe en parler. Sentez-vous que le Québec, que notre pays, le Canada, est intéressé à votre projet? Encore hier, je parlais avec une famille qui voulait faire ce genre de projet-là dans sa région, dans Bellechasse. Il y en a partout au Québec, on pourrait faire ce genre de projet-là. Je pense que la difficulté, c'est que c'est tellement à contre-courant que ça prendrait presque un projet de loi pour dire on fait les choses autrement, on met plus de polyvalence. Un peu comme dans la construction, ils ont mis de la polyvalence là, chez les professionnels de la construction. On devrait faire ça aussi dans le domaine de la santé. Je pense qu'il y a de la volonté politique. Le gouvernement, ils viennent ici, ils voient, mais après, il faut que ça rentre dans la machine puis que ça descende dans les pratiques. Puis pour briser ces moules-là, ça prend vraiment ça prendra un projet de loi. On en fait bien pour mourir, pour de l'aide médicale à mourir. On pourrait en faire pour aider à vivre aussi. Des projets de loi aussi poussés. Aider à vivre. Hein? L'aide médicale à mourir dans la dignité, aider à vivre aussi. Merci tellement. On aurait pu dire tellement d'affaires sur votre maison parce qu'il y a plein de choses à dire. J'espère qu'on pourra revenir, ne serait-ce que de faire un tour de la maison avec vous pour nous montrer tout ce que vous faites puis tout ce que vous créez. Le plus grand des bravos, Nicole Poirier. Merci vraiment, vraiment beaucoup. Bien, merci de vous être intéressé, puis on vous invitera à l'inauguration. Bien sûr. C'est bientôt, ça? Bien, dans l'année qui vient, là, on sait pas. Oui, OK. On se donne un rendez-vous.